cette maison loin du tumulte, Frédéric s'est posé pour faire ce qu'il aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des histoires, j'avais peur de moi et de l'image que je pouvais donner aux gens. L'homosexualité était encore une pathologie, en France en tout cas. Il a fallu attendre 83 pour que François Mitterrand retire l'homosexualité de la liste des maladies. Donc quand j'ai 15 ans, je suis malade. Quand j'ai vu ma fille sortir, je me suis dit, maintenant, t'as un papa. Est-ce que j'ai raison de le faire? Pas raison, je m'en fous. Maintenant tu es ma fille, je suis ton papa. Et ça, pour la vie entière, on est les deux, quoi. Mais aussi pour mieux comprendre ses parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé son invité à franchir les obstacles et à grandir. J'étais la première épatée, quoi. Je me dis, mais quelle tête de mule, il va y arriver, c'est fabuleux. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, Frédéric ignore encore tout des émotions qu'il va vivre ce jour-là. Il rencontrera bientôt Pascal Pellegrino. Cet homme a rêvé toute sa vie de devenir père. Mais la pression de notre société, refusant aux homosexuels d'avoir des enfants, a sans cesse repoussé cet accomplissement. Jusqu'au jour où son désir a brisé les murs de ce silence obligatoire, son combat pouvait alors commencer. Bonjour Pascal. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Vous venez de Suisse? Exactement. Qu'est-ce que je vous sers? Un café? Un jus de banane? Jus de clémentine? Un thé? Alors plutôt un thé. Comment vous sentez? Anxieux. Anxieux. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ce dont on va parler, c'était un secret que j'ai tenu pendant 28 ans de ma vie. J'en ai 51. Et c'est la première fois que j'en parle de cette façon-là. Alors, ce qui me rassure, c'est vous-même. C'est-à-dire que j'ai vu d'autres émissions. Et vous êtes quelqu'un qui ne fait pas dans le sensationnalisme, qui écoute les gens, qui les respecte. Et c'est ce respect-là qui m'a convaincu d'accepter votre invitation. Bon, j'espère ne pas vous décevoir. Alors votre histoire vous a confronté à un dilemme. À la fois vous aviez envie d'un enfant depuis toujours, comme des millions d'êtres humains sur cette terre. Et puis à un moment donné, vous ressentez quelque chose qui devrait vous empêcher d'avoir un enfant, puisque vous ressentez vos attirances homosexuelles. Et là, d'un seul coup, vous décidez de refouler, à la fois parce que vous n'avez pas envie d'être rejeté, et à la fois parce que ça va vous empêcher d'avoir un enfant. Et quand vous décidez de concilier les deux, là vous entendez beaucoup de phrases qui peuvent être assez traumatisantes. On vous dit que c'est interdit d'avoir un enfant quand on est homosexuel. Quel genre de phrases vous entendez encore? Il y en a une autre qui était la plus terrible, c'était « J'ai prié pour que ton enfant ne vienne pas au monde ». Et quand vous entendez ça, si vous voulez, c'est mu par la peur. Les gens en face n'ont pas une homophobie, n'ont pas une haine contre moi, ils sont mus par la peur. Bon, en tout cas, tout à l'heure, en deuxième partie, il y aura une psychologue qui viendra nous raconter effectivement voilà, où en est la recherche sur ce sujet. On va essayer de comprendre effectivement où est-ce qu'on trouve la force pour décider de parler publiquement de quelque chose qu'on a longtemps tenu secret. Et puis on va essayer de voir quel genre d'enseignement on peut tous tirer de votre expérience qui est particulière. C'est la première fois qu'on se rencontre? Oui. Mais je vous ai demandé de m'envoyer des photos de votre histoire pour savoir un peu qui vous êtes, pour comprendre comment vous avez surmonté les obstacles. Et je me suis permis d'exposer les photos dans l'atelier. Donc je vous laisse parcourir la maison et on se retrouve dans le salon. Ça vous va? Ça me va. C'est par ici. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy, but I'm out of my mind. 'Cause all of me
of your curves and all your edges, all your perfect imperfections, 'cause I gave you all of me. C'est quoi l'émotion qui domine? J'étais un peu au bord des larmes. Parce que c'est assez fort pour moi, parce que c'est toute une partie de ma vie qui s'est trouvée dans le secret et en même temps où je me cachais. Donc bien sûr, comme dit la chanson de Piaf, non, rien de rien, je ne regrette rien. Mais tout d'un coup, de revoir toutes ces photos, c'est très émouvant, très émouvant. Sur cette photo, c'est vous. Oui. Vous avez 8 ans. Si par magie l'adulte que vous êtes aujourd'hui avait eu la possibilité de lui dire quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Il m'aimait beaucoup. Quand j'ai revu cette photo, j'étais... Je lui dirais, mais tu vois, on y est arrivé. On y est arrivé. Et puis, c'est drôle parce que il a un sourire rayonnant. C'est moi. Et donc ça... Si vous voulez, le rêve qu'il y avait dans ses yeux, il a fini par se réaliser. C'était quoi ce Donc rêve? voilà. Ce rêve, entre autres, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, c'était avoir des enfants. Et à cette époque-là, c'était un rêve qui n'était pas impossible. Il est devenu impossible, ce rêve, quand le mot homosexualité est arrivé dans ma vie. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai repoussé l'acceptation, c'est que homosexualité voulait dire « tu ne seras pas papa ». Pascal est né à Morges, en Suisse, dans les années 60. Avec son petit frère, ils grandissent au sein d'une famille modeste et chaleureuse. Pascal hérite très tôt du caractère déterminé de son père, entrepreneur dans le bâtiment, et de la sensibilité de sa mère, artiste-peintre. J'étais un enfant extrêmement timide, maladivement timide. J'avais peur de moi et de l'image que je pouvais donner aux gens. Et je me souviens d'une chose, c'est que j'avais trouvé un premier refuge dans le dessin. Je pense aussi que je l'ai fait parce que à la récréation, on se montrait nos BD. Et puis, si vous voulez, à travers la BD, il y a des gens qui me parlaient. Qu'est-ce qui était le plus dur? Faire une récitation dans toute ta classe, par exemple? Comment vous dire? Un jour, j'étais devant la classe, je devais avoir 12 ans. Et puis, c'est passé ce qui s'est passé quand quelqu'un a peur. C'est que mon pantalon s'est mouillé. Et j'ai vu mes camarades qui riaient. Donc une humiliation? Une humiliation, mais totale. Et une peur d'être devant. Donc, Et d'être rejeté? et d'être rejeté, complètement, complètement. Et la première libération dans ma vie, c'était le théâtre. Vous avez 14 ans. 14 ans. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que le copain qui m'avait dit « viens faire du théâtre », il avait un petit cheveu sur la langue. Puis il m'a dit « Pascal, tu dois faire cette pièce ». Je dis « mais j'ai trop peur, c'est impossible ». J'ai dit « Pascal, tu dois faire cette pièce ». Mais il va changer votre vie avec cette phrase. Et il va changer ma vie. Il va changer ma vie parce que le théâtre était la première libération. Pour l'ultra timide que vous étiez? Exactement, parce que déjà, j'ai combattu ma peur pour être sur la scène. Et ensuite, il y a des gens qui ont ri aux phrases que j'ai dites. Et en plus, il y a des gens qui me disent « bravo, génial, superbe ». Donc vous n'êtes pas rejeté, c'est le contraire, vous êtes célébré. Voilà, je suis célébré. Et aussi, une autre chose que ça m'a appris le théâtre, c'est que j'avais plus besoin de me cacher tout seul chez moi dans ma chambre ou à travers mes dessins. Je pouvais me cacher derrière un rôle. Donc 14 ans, adolescence, vous êtes mieux dans votre peau, le monde est moins difficile pour vous. Voilà. Alors on va voir que voilà, c'est à 27 ans que vous êtes mis à assumer votre homosexualité. Exactement. Mais à l'adolescence, est-ce qu'il y a des questionnements? Alors, jusqu'à 14 ans, non. Si vous voulez, un moment quand j'ai posé je vais dire un mot qui n'est pas juste, ce diagnostic. On dit ça pour les maladies, diagnostic. On dit ça pour les maladies, mais il se trouvait que justement, l'homosexualité était encore une pathologie, en France en tout cas. Il a fallu attendre 83 pour que François Mitterrand retire l'homosexualité de la liste des maladies. Donc quand j'ai 15 ans, je suis malade.
Et Ça va expliquer pourquoi vous allez le refouler si longtemps. Mais qu'est-ce qui Oui. vous donne cette sensation Quels sont les indices au fond? alors, je devais avoir 12-13 ans, il y avait le film du soir qui passait, et je me souviens que dans ce film, il y avait un homme qui embrassait une femme, et je me souviens avoir regardé l'homme. Mais absolument pas dans ma tête, il y avait le mot homosexualité à ce moment-là. D'autres indices, je me souviens en camp de ski, quand on était sous les douches, d'avoir tout d'un coup pas regardé, avoir un trouble, une forme de trouble. Et puis, en revoyant ces photos, c'est aussi ce qui m'a ému, c'est que je me suis trouvé un peu féminin, en tout cas une sensibilité beaucoup plus marquée sur les visages de mon enfance. Et si j'avais été moi-même regardant cet enfant, j'aurais pu me dire, ah ben tiens, peut-être que lui, il a une sensibilité qui est plus vers l'homosexualité ou je sais pas quoi. Une autre illustration finalement de la manière dont vous allez vivre ces pulsions, on appelle ça comme ça, et comment vous allez vous mentir, ça se passe en Scandinavie, et là on vous donne un surnom qui vous traumatise. Oflala. On a fait un voyage avec 6 copains, on est parti dans toute l'Europe. Là vous avez quel âge? J'ai 16 ans. Et puis on était dans un train en plein milieu de la Suède, et on se dirigeait vers le Danemark. Et tout d'un coup, mes amis, par hasard, m'appellent Pelouse. Et dès qu'ils m'appellent comme ça a résonné en moi Tantouze. Et je me suis dit, ils ont compris. Et j'étais paniqué. En fait, eux évidemment ne parlaient pas du tout de ça. Bien sûr que non. Et donc, qu'est-ce que vous ressentez? La peur d'être découvert. C'est-à-dire que tout d'un coup, d'autres posent ce diagnostic, je reprends le mot de diagnostic, sur moi, alors que moi, je n'arrive même pas encore à le poser sur moi-même. Et donc en Suède, qu'est-ce que vous faites? Alors quand on arrive à Oslo, la première chose que j'ai faite, je me suis dit, bon, je vais aller draguer une jeune femme, ce qui était terrible pour moi, parce que j'étais extrêmement timide encore. Et donc on est parti avec un ami, parce qu'il fallait que je prenne un ami avec moi, un témoin. Et il s'est trouvé qu'on a rencontré 2 charmantes Danoises. Ça vous fait rire? Oui, parce que j'ai rien compris de ce qu'elles m'ont dit. Je parlais très mal l'anglais, et encore moins le danois. Et bon, on a eu quelques petites bécotements. Et puis Des bisous. Des bisous. Et puis on est revenu, alors bien sûr, comme tous les ados, c'était le vante. triomphe. C'était On se le vante. triomphe. Donc là, vous avez l'impression de... Et voilà. Alors après, si vous voulez, il pouvait me dire tout ce qu'il voulait, il pouvait continuer avec ce surnom qui n'a pas beaucoup continué longtemps. Mais au moins, moi j'avais donné le change. Au moins, il savait que j'étais pas du tout ce que je pensais qu'il pensait que j'étais. À 14 ans, Pascal fait de sa timidité un combat quotidien. Grâce à la natation qu'il pratique avec assiduité, puis au théâtre, qui libère les mots enfermés dans sa tête, il parvient à tisser des liens. Fort de ses premières amitiés, il rencontre à 18 ans celui qui va bouleverser sa vie, Sandro. Pourquoi il est important Sandro dans votre vie? À 18 ans, des amis, on monte une pièce de théâtre ensemble et on me le fait rencontrer. Et je le trouvais beau. Donc j'étais à la fois fasciné et puis à la fois émoustillé. Et très rapidement, j'ai souhaité qu'il me déçoive. Que cette attirance disparaisse. Eh ben, c'était tout le contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un garçon exceptionnel, fabuleux. En dehors d'avoir une belle apparence, il était beau, mais il était intelligent, il était sensible, il adorait la musique, les livres. Jamais je ne me suis ennuyé une seconde avec lui. Donc si vous voulez, au lieu qu'il me déçoive, il a encore grossi l'intérêt que je pouvais lui porter. Un intérêt secret. Un intérêt secret, et qui est passé de 18 ans à 22 ans. Donc pendant 4 ans, vous ne dites rien. Voilà, je ne dis rien. Si vous voulez, je me mentais toujours à moi-même. Et pendant ces 4 ans, il y a le mot homosexualité qui a commencé à venir. Puis, à un moment sur ce mot, j'ai dit, je ne suis pas homosexuel. Je suis attiré par ce garçon.
Mais les autres hommes ne m'intéressent pas. Donc je ne suis pas homosexuel. Mensonge total. Et j'ai fait une dépression. Et Sandro, qui était devenu mon meilleur ami, quoi, l'a vu ça. Il me dit, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Et je n'osais absolument pas lui dire. Et à un moment, il m'a dit, mais écoute Pascal, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Et il m'a invité dans une maison. Et on est arrivé là-bas vers les 7 heures. Et j'ai mis 5 heures. C'est à 23 heures que je lui ai dit que j'étais amoureux de lui. Pendant toute cette soirée, j'avais une boule au ventre. J'avais peur de cette révélation, de comment il allait le prendre. Un ami? Peur de perdre un ami. Et à un moment, je lui ai dit les choses. Je me souviens que chaque mot pesait 80 tonnes, quoi. Je lui ai dit, je crois que je suis amoureux de toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était surpris. Il a pas pleuré, mais il était ému. J'ai vu, je crois, une larme qui sortait de son œil. Et puis il m'a dit, c'est que ça? Puis je dis, mais c'est énorme, c'est énorme. Et on s'est pris dans les bras, et on s'est serré dans les bras très fort. Et c'était le seul contact physique, parce qu'il était hétérosexuel. Et donc, si vous voulez, ça c'était la deuxième libération de ma vie. Tout d'un coup, j'étais plus le seul au monde à connaître mon secret. Il y avait une autre personne. Un autre être humain sur Terre, c'était lui. Voilà. Et votre relation va continuer de quelle manière? Une amitié très très forte. Et il vous aimait comme vous étiez? Voilà, exactement. Jamais il m'a reproché rien du tout. Il plaisantait. Et j'ai adoré ça. Ça veut dire quoi, il plaisantait? Il plaisantait. Et puis, ce garçon, tu le trouves comment? Tu le trouves bien? Ou je sais pas. Il dédramatise. Il dédramatise, exactement. Il dédramatise. Tout d'un coup, le poids du secret devient plus léger à porter. Mais je ne voyais personne d'autre que lui. Les autres hommes n'existaient pas. Et là, c'est une souffrance, parce que c'est à sens unique. Voilà. Et puis, si vous voulez, ça a duré 4 ans. Et il y a un moment où je lui ai dit, écoute, il faut qu'on trouve une solution. Parce que je ne peux plus supporter, je suis amoureux de toi, tu ne peux pas me répondre à cet amour, donc il faut qu'on ne se voie plus. Il m'a dit, écoute, je peux pas, t'es mon meilleur pote, quoi. Je peux pas, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de... Voilà, je ne peux pas. Et ce jour-là, j'ai décidé de partir à Paris pour assouvir mon goût pour le théâtre, mais aussi pour mettre 600 km entre lui et moi. À 22 ans, Pascal arrive à Paris, Sandro est loin maintenant. Après de courtes études de journalisme, il est déterminé à écrire, à travailler dans le théâtre. C'est alors au Cours Florent, école d'art dramatique réputée, qu'il s'épanouit enfin auprès de professeurs qui le regardent comme il est. J'avais un prof qui s'appelait Octave, et à un moment il me dit à la fin de son cours, est-ce que j'ai été bon? Et je dis oui, très bien. Alors viens prendre une bière avec moi. Et assez rapidement dans la discussion, il me dit c'est quoi ton genre de garçon? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Je me souviens presque du genre quoi, monsieur? Je suis outré. Mais je suis outré. Comment pouvez-vous penser que je sois gay? Et il m'a dit mais arrête Pascal, s'il te plaît, t'es gay. C'est brutal quand même comme attitude. Non, il me fallait ça. Je pense que j'étais là à Paris pour ça aussi. Et donc vous lui répondez quoi? J'ai évoqué le sujet, normalement. Et donc là, vous vous présentez comme ça? Voilà. C'était le début de cette troisième libération, le moment, l'acceptation. Et ce qui est assez fou, c'est de voir comment une pensée peut provoquer des conséquences dans votre corps. Vous arrêtez de faire du psoriasis, ça par exemple? En partant de Suisse, j'avais 12 verrues sur chacune des mains. 12 verrues, et des grosses, et des grosses. Et j'avais du psoriasis, donc des taches sur les genoux. Et je vais à Paris, 1 mois plus tard, plus de psoriasis, plus aucune verrue sur les mains. Pour vous, c'est lié? C'est totalement lié. Alors on va voir comment vous l'avez annoncé à vos parents 2 ans plus tard. Ouais. Mais vous allez rencontrer l'amour. Voilà. Et on est bien avant les sites de rencontres Internet. Vous mettez une petite annonce. Oui, donc on était en 1993. Et je mets une petite annonce et je reçois 40 lettres de réponse. Mais qu'est-ce que vous écrivez? Je connais tellement de gens qui cherchent l'amour. Bon, les petites annonces traditionnelles. Alors vraiment, la petite annonce, je m'en souviens plus les Mais vous dites, je cherche à tomber amoureux. Voilà. 42 réponses,
42 réponses. Dont une qui va être quelqu'un avec qui vous allez vivre pendant 10 ans. Voilà. Enfin, je vivais quelque chose d'amoureux, de D'harmonieux. sentimental, avec quelqu'un qui vivait la même chose. Il y a une réciprocité Une pour la première voilà. fois. Pour une fois, je suis aimé et j'aime. Donc à 27, 28 ans, comme ça. Donc c'est tard. Et donc, vous attendez 2 ans finalement, pour le dire, entre le moment où vous l'acceptez vous-même et le moment où vous dites à vos parents. Pourquoi 2 ans et vous avez peur de quoi? Évidemment, quelles sont leurs réactions? On a commencé à vivre avec Luigi, et puis ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. Et je me souviens très très bien de la fois où ça s'est passé. C'était assez violent. Enfin, violent. À l'intérieur de moi-même et peut-être à l'intérieur de ma maman. Parce qu'on était dans un spectacle et l'attaché de presse connaissait mes parents. Et quand on arrive au spectacle, c'était un spectacle de Laurent Ruquier. Et là, Luigi est censé être un pote, Voilà. un ami. On était au spectacle et l'attaché de presse nous dit « Je t'ai mis à côté de tes parents ». Et là, je dis à Luigi « Qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'ils savent pas. Et puis je dis « Finalement, t'es un pote, on est 2 potes. » Puis on se met à côté de mes parents. Et pendant tout le spectacle, une demi-heure après, je rigole, mais je m'aperçois que ma mère, qui était juste à côté de moi, ne rigolait pas. Et c'était drôle, c'était un spectacle drôle. Et d'un coup, je me retourne quand même, je vérifie, et j'ai vu une larme couler de ses yeux. Voilà. Et là, j'avais compris qu'elle avait compris. Et vous ressentez quoi vous Et je ressens une douleur de lui infliger ça. Ça, c'est quoi? Mon homosexualité. Et j'avais pas honte de lui infliger ça, c'était pas une honte, mais la douleur de ne pas être à la hauteur du fils qu'elle attendait. Ce qui est complètement ridicule. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais à ce moment-là... Mais à ce moment-là, oui. Et vous allez en parler finalement? Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis, elle me dit un truc du genre, c'est ton compagnon? Et on était en plein spectacle. Je lui dis, non, bien sûr que non, on n'allait pas s'expliquer en plein milieu du spectacle. J'étais, mais le ventre complètement noué. Puis on est sorti du spectacle. Et là, elle m'a dit, il faut que tu me dises. Oh là là, c'est incroyable de revivre ces moments parce que... Et là, je lui ai dit, t'en fais pas, t'inquiète pas. Et si vous voulez d'en parler comme ça, c'est des moments difficiles. Mais le lendemain, on s'est donné rendez-vous le lendemain pour en parler. Et là, ma maman, elle m'a dit une chose à un moment. Quand elle m'a eu, j'étais le premier des 2 enfants qu'elle a eu. Elle a pris des hormones. Elle avait des difficultés à avoir un enfant. Et comme tous les parents, elle s'est accusée de ça. Forcément. Se culpabilise. Ouais, se culpabilise. Et je lui dis, mais non, parce qu'il y a une chose qu'il faut être sûr, c'est qu'on ne devient pas homosexuel. On est, du verbe naître, on est homosexuel, et ensuite, on l'accepte. Mais je lui ai dit à un moment, être homosexuel pour moi, c'est ne pas avoir des enfants. C'est l'impossibilité de devenir père. Est-ce que tu crois que je vais devenir homosexuel alors que c'est pour moi la chose la plus impossible pour devenir parent? Là, vous expliquez que ce n'est pas un choix. C'était pas un choix de ma part. Je l'ai assumé, mais c'était pas un choix. Comment ça se passe avec votre père? Alors, plus violent, plus violent dans le sens plus difficile pour lui. Parce que, pourquoi? Parce que c'est un papa. Il m'a dit, trouve une solution, fais du football. Pour lui, si vous voulez... Pour se soigner de cette maladie, il fallait faire du football. Fais du football. Parce que c'est vrai que le football, c'est le sport viril par excellence. On est une équipe de potes, on joue au football. Et d'ailleurs, sur mon berceau, quand je suis né, il avait mis 2 souliers de football au-dessus de mon berceau. Là, il se dit, non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais si vous voulez, je ne me moque pas de lui quand je vous dis ça. Bien sûr que je ne me moque pas de lui. Mais c'était pour vous dire qu'à un moment, il était déstabilisé par cette révélation que je lui faisais. Donc,
Il ne m'a pas renié, au contraire, il ne m'a pas renié du tout. Mais par contre, en effet, il a mis du temps, un certain temps, à vouloir voir mon compagnon. Donc j'ai accepté aussi Qu'il prend du temps. qu'il prenne du temps. La route fut longue et tortueuse, mais dorénavant, Pascal assume face au monde son amour pour Luigi, l'homme de sa vie. Pourtant, à 33 ans, et malgré cette grande victoire, il se sent incomplet. Il ne peut accepter cette vie sans la transmettre. Donc il y avait 3 options. Première, c'était l'adoption. L'adoption, pour moi, elle était impossible parce que dans mon pays, la Suisse, on refuse aux homosexuels d'adopter un enfant. Donc ça, c'est éliminé. C'est éliminé. Deuxième possibilité, La mère porteuse, ce qu'on appelle la GPA, la gestation pour autrui. Et là, c'était aussi impossible pour moi parce que je trouvais que il y avait un aspect d'achat il y avait de l'argent. d'une personne, donc je respecte vraiment les femmes qui ont donné des enfants à des hommes, mais pour moi, ça ne me convenait pas. Et la troisième possibilité, C'est la coparentalité, c'est-à-dire c'est-à-dire que vous faites un enfant avec une personne et vous ne vivez pas en couple avec cette personne, mais vous allez élever cet enfant. Et donc je me suis dit, ben voilà, je vais faire un projet avec une femme qui sera homosexuelle aussi, parce que je n'avais pas envie que une femme hétérosexuelle forcément aurait trouvé un amoureux un jour, et puis cet amoureux serait devenu son époux, et donc serait devenu le papa très présent avec mon enfant. Et je voulais vraiment réaliser mon rôle de père. Et là, vous vous donnez un délai quand même, vous donnez un plan de 10 ans. Ah oui, Alors on va voir que le délai va passer très 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 vite, et que ça va se réaliser presque à la fin du délai. presque. C'est-à-dire que je me suis dit à 45, ce sera le dernier moment après lequel j'arrête. Parce que je ne voulais pas avoir à tout prix un enfant. Ça, c'est très important. Je voulais... C'était pas un caprice, c'était quelque Voilà, chose de c'était pas un réfléchi, caprice, dans exactement. un contexte avec des critères particuliers, notamment la proximité. Vous Voilà. aviez envie que la maman vive à côté de vous. Alors, il y avait 2 critères importants. La proximité géographique, et puis un foyer principal qui est celui de la maman, et un foyer secondaire qui est le mien. C'est Ça, c'était pour donner un C'était pas équilibre. 50-50. Pas Pour vous, 50-50. vous aviez décidé que le foyer principal pour cet enfant, ça serait Le celui foyer de la la maman. Alors, vous allez me présenter une amie tout à l'heure. Oui. Une amie hétérosexuelle, je précise, parce que vous disiez, je voulais que ce soit une femme homosexuelle. À qui vous le proposez, qui va refuser, elle va nous raconter, comme ça vous nous le raconterez en même temps, Oui. cet épisode. Mais finalement, pourquoi il est important pour la suite de l'histoire? Alors justement, parce que c'est la première femme à qui j'ai demandé la possibilité qu'elle devienne la maman de ma fille. Et c'est elle qui m'a fait songer que c'était peut-être pas juste de demander à une femme hétérosexuelle. Et finalement, vous allez rencontrer celle qui deviendra la maman de votre petite-fille, qui a aujourd'hui 10 ans. Est-ce que vous vous rappelez du moment où Elsa, la maman, vous annonce qu'elle est enceinte, que vous allez être papa? Bien sûr. Alors ce qui est drôle, c'est que j'étais dans un avion. Je me rendais au Tessin, de Genève au Tessin, donc la Suisse italienne. Et j'avais éteint mon portable dans l'avion. Et je me souviens de l'avoir rallumé à la sortie de l'avion. Je descends les marches de l'avion sur le tarmac. Je vois un message d'Elsa. Le test est positif, je suis enceinte. Et là, une explosion de joie, une émotion énorme. Et puis assez rapidement, quand même, tout d'un coup, une peur de se dire « nom de bleu, maintenant ». Non de bleu. Nom de bleu, nom de bleu. C'est plus des architectures, c'est plus un projet, c'est une réalité. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Et quand je suis arrivé à l'hôtel où j'étais, au Tessin, j'étais devant ma glace, tout seul. Je me regardais dans la glace, je me dis « Tu vas être papa, tu vas être papa ». Et il y avait ce mélange d'excitation, de joie, de peur de l'inconnu. En 2007, un tourbillon emporte Pascal. Son désir le plus intime se réalise. Il peut enfin serrer contre lui sa fille qui vient de naître. Et là, à ce moment-là, je crois que je suis devenu père à cette seconde-là. À ce moment précis, quand j'ai vu ma fille sortir, je me suis dit, maintenant, t'as un papa. Et n'importe qui pourra dire n'importe quoi sur moi, est-ce que j'ai raison de le faire, pas raison, je m'en fous. Maintenant, tu es ma fille, je suis ton papa. Et ça,
pour la vie entière. On est les deux, quoi. Et surtout, c'était ce rêve, finalement, d'enfant qui se réalisait. Et son rêve se réalisait à ce gamin. Vous allez me dire que je suis émotion à fleur de peau, mais si vous voulez, c'est les plus beaux jours de ma vie. Ma fille a 10 ans, bientôt. Une année compte 365 jours. J'ai pas eu un plus beau jour de ma vie, j'en ai eu 3650. Un mot sur la maman, parce que vous avez finalement le même projet. Oui, une femme magnifique, une femme pleine de qualités, belle, intelligente, qui a beaucoup de sensibilité. Et puis une femme, surtout, j'ai un souvenir fondateur de la confiance qu'elle m'a accordée. C'est-à-dire ? Parce que souvent, des fois, on dit que, voilà, que on a fait un projet d'enfant. Il n'y a pas d'amour. Il y a une amitié énorme, qui est une amitié amoureuse, mais il n'y a pas d'amour. Et puis, quand on a l'enfant, tout d'un coup, à un moment, ça faisait une semaine que notre enfant était né, et puis donc, venait le premier week-end où je devais m'en occuper, et donc, j'ai demandé à la maman, j'ai dit, mais c'est le premier week-end, est-ce que je peux prendre notre fille ? Elle me dit, bien sûr, pourquoi tu la prendrais pas ? On a décidé ça. Je dis, mais tu vas pas paniquer, tu vas pas avoir des problèmes. Puis non, mais écoute, je te fais confiance. Et là aussi, émotion, elle me fait confiance. On a notre petit bébé, elle me dit, tu peux t'en occuper. Imaginez une maman qui dit ça. Elle m'a fait confiance, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. J'avais peur que mon enfant ne respire pas. Et le lendemain, j'ai ramené mon enfant à sa maman et tout s'est bien passé. Et donc cette confiance, si vous voulez, qu'elle m'a faite, je vous jure que ça vaut toutes les forces d'amour du monde, ça. Ça m'a donné une confiance en moi exceptionnelle. Je n'ai plus eu peur de ça. Happiness was just outside my window. I thought it crashed, blowing 80 miles an hour. Alors, ça ressemble à un dénouement là aussi, mais des obstacles, il va y en avoir, et notamment ces fameuses phrases que vous allez entendre. Oui, parce que c'est vrai que quand on est homosexuel et qu'on songe à devenir parent, on entend beaucoup de choses. J'ai vu aussi en France des manifestations avec des gens qui disaient une famille, c'est un papa, une maman, ou des gens qui disaient les parents homosexuels, c'est détruire l'équilibre d'un enfant. C'est ne pas penser à un enfant, mais ne penser qu'à soi-même. Donc quand vous entendez ça, vous vous posez quand même des questions. Vous êtes en train de faire un projet d'enfant, mais vous vous dites, et si c'est ces gens qui ont raison ? Et je me souviens d'une phrase qui était très très forte. Elsa était enceinte de 3 mois, et on a commencé à annoncer la nouvelle, et j'ai vu un proche qui est resté très fermé, qui est parti un petit peu, qui s'est éclipsé. Puis je vais vers lui, puis je dis, mais il y a un problème. Et il me dit, les yeux dans les yeux, j'ai prié pour que ton enfant ne vienne pas au monde. Il faisait allusion, si vous voulez, à un premier projet d'homoparentalité que j'avais eu avec une autre femme, qui s'était soldé par une fausse couche, hélas. Et donc je me suis souvenu de lui avoir dit, écoute, j'accepte cette phrase que tu me dis, j'accepte cette phrase. Ne me la redis plus. Hein. Et si j'ai accepté cette phrase, c'est parce que il me l'a pas dit parce qu'il avait une haine contre moi ou une haine des homosexuels ou de l'homophobie. Non, il me l'a dit parce qu'il avait peur. Beaucoup de gens réfléchissent sur l'homoparentalité parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer, parce qu'ils ont une vision de l'homosexuel avec les enfants qui est le type qui va devant une école avec son grand manteau et puis que voilà qui est il y a une confusion entre l'homosexualité et la pédophilie. Pédophilie, voilà. Et il y a aussi une confusion dans le mot homoparentalité, parce que ce mot, je le déteste. Il n'existe pas. L'homoparentalité n'existe pas. Moi, je ne suis pas un homoparent, je suis un parent. Si ce mot existait véritablement, ça voudrait dire qu'on le distinguerait d'une autre forme de parentalité que serait l'hétéroparentalité. Mais non, la seule chose que je n'ai pas pu donner à ma fille, c'est le sein.
Mis à part ça, les biberons, les consolations quand elle est malade, ou la petite prière qu'on fait le soir, les contes que je lui raconte, changer un bébé. Changer un bébé. Je me souviens de mon papa, ma fille avait 1 an, j'étais à Noël en famille avec elle, et tout d'un coup, elle commence à pleurer, je la mets dans le berceau. Mon père, il me dit, elle pleure. Pour lui, si vous voulez, son architecture, c'était qu'un enfant, un bébé, il doit y avoir une maman pour s'occuper du bébé. Puis je dis, mais écoute papa, c'est les petits pleurs d'un enfant qui vont s'éteindre. S'il continue, j'irai voir. Mais normalement, dans 1 minute, ça va se terminer. C'est ce qui s'est passé. Et ensuite, quand elle s'est réveillée, je l'ai longée. Et je revois mon père dans l'embrasure de la porte, me regardant en train de changer ma fille. J'étais pour lui un extraterrestre. Quoi? Un homme change un enfant? Alors oui, donc j'ai changé mon enfant. Et puis en dehors de tout ça, il n'y a rien dans ma vie de papa qui pouvait justifier la peur des autres. Et c'est ce que j'aimerais, le sens de ma venue chez vous aujourd'hui. C'est d'une part, rassurer des gens qui ont peur. Je respecte leur peur, j'accueille leur peur. Et puis d'une autre façon, ce que j'avais envie en venant chez vous, c'est que encore aujourd'hui, il y a des jeunes homosexuels qui ont de la difficulté à vivre ça, et j'ai envie de leur donner une forme de message d'espoir en disant, mais écoutez, n'ayez pas peur de ça. On parle beaucoup de la peur, hein. La peur des autres et la peur qu'on peut avoir. Et puis surtout, une peur qui peut être... qui peut provoquer un suicide, parce que à l'époque, je connais pas les statistiques aujourd'hui. C'est le premier taux de suicide chez les adolescents. Exact, premier taux de suicide chez les adolescents. C'est-à-dire que quand ils ressentent ces pulsions et qu'ils pensent qu'ils vont être rejetés. Complètement. Et donc à ces jeunes qui éventuellement pourraient ressentir ça, j'ai envie de leur dire, des solutions on en trouvera toujours. Des solutions on en trouvera toujours. Et même à ça, même à cette chape de plomb qui est en vous, que vous n'arrivez pas à sortir, même à ça on trouve des solutions. Si on considère que la vie est une somme d'expériences, qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris de l'existence que vous aimeriez transmettre? Je dirais une phrase de religion qui est « tu aimeras ton prochain ». Je la dis, je suis chrétien, je la dis pas par prosélytisme, hein, mais tu aimeras ton prochain, pour moi il n'y a pas de parenthèse derrière. C'est pas tu aimeras ton prochain sauf s'il est homosexuel, sauf s'il est juif, sauf s'il est arabe, sauf s'il est je sais pas quoi. Tu aimeras ton prochain, quelque action que fasse ton prochain. C'est ce que j'enseigne à ma fille, le pardon, la façon de... Voilà, d'aimer les autres, des fois de recevoir des critiques éventuellement qu'elle pourrait recevoir, de discuter pourquoi. Elle n'en a jamais reçu, hein. Mais si un jour, tout d'un coup, on lui dit ton papa il est gay, ton papa il est pédé ou je sais pas quoi, eh ben je pense que on en discutera et puis je lui apprendrai comment elle peut se défendre. Je jouerai votre rôle à vous. Je dis qu'est-ce que tu ressens ma fille à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait en toi? Et puis j'essaierai de trouver des solutions pour que ce petit chagrin se console. Mais si on s'aimait plus les uns les autres, on aurait peut-être moins de problèmes de relationnel. Bon, c'est une grande phrase, une banalité terrible. Mais enfin voilà, si j'ai un enseignement, c'est celui-là. Merci. Merci pour la confiance. Merci à vous. Pour votre authenticité. Merci. Alors vous savez que les histoires de mes invités me touchent. Et votre histoire, elle me touche particulièrement. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai vécu la même chose. Pendant très longtemps, j'ai eu peur de cette homosexualité que je ressentais. Et au fond, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui accepte. Tout le monde le sait autour de moi. Je n'en ai jamais parlé publiquement. Et j'en parlerai jamais d'ailleurs. Mais je voulais vous dire que uniquement parce qu'il y a des enfants et des adolescents dans ce pays qui se suicident, parce qu'ils ressentent ça, et uniquement parce que vous le faites à visage découvert, j'ai choisi d'en parler publiquement aujourd'hui. Pour la seule fois de ma vie. Je sais que ça va surprendre beaucoup de gens. Mais c'est parce que vous m'inspirez beaucoup. Je trouve que vous êtes très 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 courageux. Et donc c'est l'authenticité, c'est le secret du bonheur. Merci à vous. Merci. Donc c'est la première fois que j'en parle et ce sera la seule fois. Le message, c'est pour tous les journalistes que ça va intéresser. J'ai aucune explication donnée, aucune justification. Il y en a qui vont trouver ça bien, d'autres pas bien. Mais au fond, leur avis ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà, vous me bouleversez par votre authenticité. Et donc voilà, je choisis d'être authentique là-dessus.
pour le public. Et aussi parce que les gens disent qu'ils m'aiment beaucoup, et au fond, c'est important qu'ils aiment tout, pas que la moitié. Donc merci à vous. Je vais recevoir vos amis. D'accord. À tout de suite. Les invités de Frédéric, comme Pascal, ont ce genre de force et de pudeur qui permet de dépasser tous les obstacles. Pourtant, une question s'impose, comment a-t-il fait ? C'est pour tenter d'y répondre que Frédéric a voulu aujourd'hui écouter ses plus proches, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de son invité. En tant qu'être humain profondément en lien avec Pascal, sa victoire était aussi un peu ma victoire. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que quand un être humain va au bout de ses rêves et au bout de ses convictions, c'est toute l'humanité qui l'éveille et qui l'ouvre et qui le libère. Merci à tous les deux d'être ici. Florence est psychologue. Elle va nous parler de ce sujet. Effectivement, Pascal nous a raconté son histoire, comment pendant des années, on va dire jusqu'à l'âge de 27 ans, il a refoulé quelque chose qui s'appelle l'homosexualité parce que c'était pendant longtemps considéré comme une maladie. Et donc, c'était pas supportable pour lui, déjà, même s'il dit qu'il avait des indices. Et puis surtout parce que finalement, cette pulsion qu'il ressentait allait l'empêcher de faire ce qui était son plus grand rêve, c'était d'avoir des enfants. Et donc, au moment où il a voulu concilier les deux, là, il a été confronté à ce que tout le monde pensait, parce que tout le monde avait un avis sur la question. Et donc, voilà. Aujourd'hui, il est papa d'une petite fille qui a 10 ans. Et donc, il a eu envie de raconter ça. Vous avez dit finalement pourquoi ? Pour faire reculer les peurs. Parce que tous les gens qui ont un avis, c'est parce qu'ils ont peur. C'est vrai, puis vous avez dit une chose qui est très juste, vous avez parlé des avis des gens, c'est-à-dire des gens qui ont des avis sur ma vie. Je ne suis pas un sujet de discussion, je suis un homme. Les gens ont un avis même quand on leur demande pas. Voilà, exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, vous avez choisi de raconter publiquement votre histoire pour aider notamment, vous l'avez dit, des adolescents Oui. Ouais. qui font des tentatives de suicide. C'est la première cause de suicide chez les adolescents, cette sensation et le fait de ressentir l'homosexualité. Vous le confirmez ? C'est vrai qu'aujourd'hui, les adolescents qui viennent me voir, la première chose qu'ils me disent, c'est « j'ai un secret à te dire, surtout tu le dis pas à papa et maman ». C'est comme un pacte qu'on passe ensemble, parce que parfois ils sont petits, ils peuvent avoir 10 ans, 11 ans, et ils ont déjà cette préscience et vraiment un vrai positionnement qui est parfois étonnant parce qu'ils sont, je les trouve jeunes avec vraiment cette affirmation, ils en parlent aux copains, à leurs amis, mais ils me disent surtout tu le dis pas à papa et maman. Donc un secret, la culpabilité, la honte. Et la peur d'être rejeté, c'est vraiment quelque chose qui est encore actuel. Et on sait que le rejet, c'est ce qui est de pire pour un être humain. Les chercheurs l'ont démontré. Bien donc sûr. on va comprendre tout ça dans un instant. Et puis donc Isabelle, vous êtes une amie. Alors je vais faire exprès parce que j'ai jamais parlé des gens en fonction de leur sexualité, mais quand ils parlent de vous, ils disent c'est mon ami hétérosexuel avec qui j'ai eu envie de faire un enfant. Et donc, Tu es démasqué. et donc vous êtes cette amie-là, et donc vous vous rappelez de comment ça se passe quand il vous propose effectivement de faire un enfant avec vous ? Bon, il y a eu tout un cheminement avant la C'est-à-dire proposition. D'abord, on s'est connus à la rédaction. Et Vous êtes journalistes tous les deux. Ouais. Bon, j'avais déjà une grande admiration pour Pascal parce que c'est quelqu'un qui déjà sort de l'ordinaire, qui sort du cadre, qui est plein de talent, plein de générosité, plein d'élan, de passion. Enfin, c'est quelqu'un déjà qui m'a touchée dans son charisme et dans sa différence, mais à tout point de vue. Pas seulement son identité sexuelle, mais dans sa générosité, son authenticité, son flamboyant, quoi. Bref, voilà. Bref, ce qui va rougir. Bref. Et puis, Et alors, justement, est-ce que dans le travail, tout de suite, quand vous le connaissez, est-ce que c'est quelque chose que vous dites à cette époque déjà ? Pas tout de suite, non. non, et puis surtout, voilà, il n'est pas très efféminé quand même. Donc, je me suis pas doutée dans les premiers temps de sa différence. Ou qu'est-ce qu'on peut dire ? Non, c'est même pas. De mon homosexualité, on y va, disons le De mot. son homosexualité, voilà. Enfin bref. Donc, c'est vrai que je ne savais pas dans un premier temps. Et puis, je sais pas, moi, il me touchait, il me plaisait même. Hein, en tant qu'homme, il me plaisait. Tu vois, je peux te dire ça veut enfin, dire- aujourd'hui. Alors, ça veut dire, vous pouvez le dire, ça veut dire que quand vous apprenez que cet homme qui vous plaît est homosexuel, vous êtes déçu, vous dites... Ah non, Non, pas déçue. Je me suis juste dit un peu, oh, dommage. Mais pas par rapport à moi, mais par rapport à toutes les femmes, effectivement, qui auraient pu être touchées par l'aide de Pascal, parce qu'il est juste, il est magnifique. Bref, et voilà, on est devenus très proches, on a commencé à se confier l'un à l'autre. Et puis, il a commencé petit à petit à me parler de ses projets, justement, de paternité. Et c'est vrai qu'au début,
Au début, je ne prenais pas trop au sérieux. Au début, je me suis dit, ouais, bah, c'est une petite lubie, ça va lui passer. C'est une blagounette. Donc, bon, je le prenais pas trop au Donc, sérieux. il parle de son projet, mais il ne vous fait pas encore une proposition. Vous vous Non, rappelez pas du jour, encore, Non, voilà. c'est pas Pas encore une encore. Vous proposition. vous rappelez du jour où il vous propose. Ah, c'est Période vraiment une de longue réflexion. maturation, une longue maturation. Et effectivement, il commence à parler de ça. J'étais assez sceptique dans un premier temps. Un peu comme tout le monde, finalement, parce qu'on est très vite, malheureusement, je dis bien, on est très vite accaparé par la pensée collective. Et ça demande tout un cheminement personnel de se dépouiller de la pensée collective pour arriver à toucher sa propre réflexion. Et comme j'aimais beaucoup Pascal, j'avais peur qu'il se mette en danger quelque part et qu'il puisse se faire juger ou mal comprendre et ça me touchait. Donc j'étais Et là, vous êtes à la campagne ou dans une ville? en ville, à Lausanne, on était à Lausanne. Et par contre, j'ai pas voulu lui partager mes peurs parce qu'il en parlait avec tellement de passion, d'enthousiasme, de foi, de conviction profonde. Il avait les étoiles plein les yeux. On n'a pas le droit de l'entraver, même si on n'est pas 100% convaincu par son projet. C'est beau parce qu'il y en a plein qui se gênent pas. Ah, il y en a plein qui ne gênent pas, justement. Je ne l'ai pas forcément encouragée parce que je n'étais pas encore prête dans mon intériorité à... Déjà sur le projet en lui-même, Ah vous ouais. n'étiez pas encore prête. Non, je n'étais pas encore prête à vraiment lui dire « Ouais, super, vas-y, fonce ». Et au-delà Non. des peurs qu'il soit rejeté, il y avait un jugement par exemple? Je ne voyais pas très bien comment il allait apporter... comment dire, une forme d'équilibre et de bonheur à cet enfant qu'elle allait venir. Au début, on ne sait pas trop. On se dit, mais vers quoi est-ce qu'il va? Et puis, 10 ans plus tard, je me dis, mais c'est gagné, c'est juste extraordinaire. Oui, parce que vous connaissez la petite fille. Parce que Ouais. je connais la petite Donc elle n'a pas fille. l'air malheureuse, c'est ça que vous voulez dire? Ah ben, elle est plus épanouie que, je dirais, la moyenne, la majorité des enfants de son âge. J'ai jamais vu. Elle est épanouie, elle est heureuse, Pascal hier me montrait encore dans le train les SMS qu'il s'échange avec sa fille. C'est papa je t'aime, papa tu me manques, je suis en vacances. Vous voulez dire que tous les parents rêveraient d'avoir des SMS comme ça? Ah mais voilà, extraordinaire. Alors on en vient à la proposition. Flashback, voilà. La proposition. La déclaration. Justement, ça se passe où? Je crois que Dans un c'était dans petit restaurant. un petit restaurant, ouais, à côté de la rédaction. Et c'est pas vraiment une proposition, hein. C'est-à-dire que c'était une réflexion sur le sujet. J'étais au début de la réflexion, et puis quand je devais trouver quelqu'un, je me suis dit bon ben qui? Et c'est vrai que c'est la première personne avec qui j'ai pensé, mais c'était pas une proposition, hein. C'était Dites-nous pourquoi elle quand même. une discussion. Même si elle a dit non, pourquoi elle? Mais pourquoi j'étais la première à qui t'as pensé en fait? Mais parce que je t'aime beaucoup, et puis que je t'aime toujours d'ailleurs. Non, mais ce que j'aime chez Isabelle, elle a des rêves plein la tête, et sans l'entraver, j'ai rigolé un petit peu de ses rêves, mais Au tu as- début tu as aussi, bien on compris. s'est On a le droit de rigolé. savoir ce que c'est, On vos s'est rêves? marré de nos rêves respectifs en fait. C'est un rêve secret? Bon, moi, ça fait 15 ans que je fais la promotion de l'information positive. Je suis journaliste et je donne des conférences sur le traitement L'information positif positive, de l'information de l'actualité. solution. Voilà. Et puis là, maintenant, ben oui, j'ai envie d'aller filmer la joie autour du monde dans un bus vintage Westphalia T2. Et Allez puis là filmer la aussi, joie autour du monde, vous me ramenez les images, hein? Ouais. Hein? Vous savez faire ça depuis 10 ans également. C'est vrai. Avec, ça s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Oui, mais Ah ça, oui. je connais. Et voilà, ben on va Ouais, filmer la joie au absolument. bout du monde. C'est vrai. Ah, vous comprenez pourquoi C'est votre ami. voilà. Mais je l'aime déjà, vous savez. Et puis ben voilà. Alors, Comment ne peut-on pas être attiré par cette joie qui Bon, on est venu pour qui parler de toi, domine Pascal. chez Ben oui, mais justement, mais au point de lui proposer de faire un enfant. On revient au sujet. Voilà, Et on donc- revient au sujet. Et donc, du coup, Alors voilà, Il et vous là, l'annonce, et et là, là. et là. Alors j'étais complètement prise dans un maelstrom émotionnel instantané, parce qu'il y avait une partie de moi qui était bouleversée et très émue de... Bon, je ne veux pas trop insister parce que l'émotion me monte, mais c'est pas bouleversée. très grave de- en même temps. La confiance qu'il m'accordait, je trouve que c'était un cadeau extraordinaire de dire à une femme, voilà, j'aimerais que tu sois la mère de mon enfant, mais je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse demander à une femme. Et pourtant, Ne me vous regarde dites pas non. comme ça, Et Pascal, pourtant, tu vous vas me dites faire non. pleurer. Oui, parce que moi, je venais de divorcer, j'étais encore jeune, et je me suis dit, si un jour je dois vraiment avoir un enfant, j'aimerais quand même que le père de mon enfant vive avec moi. Et le fait d'avoir un enfant de Pascal m'aurait, moi, entravé dans ce désir de créer un noyau, une petite cellule familiale, on va dire, ordinaire.
Alors j'étais à la fois bouleversée de cet acte de confiance, puis en même temps tellement désolée de devoir lui dire non, vraiment. Parce que j'ai vu l'espoir et l'espoir qu'il mettait dans cette demande. Vous avez réfléchi, vous avez dit non spontanément? Oui, c'était clair. C'était assez clair, ouais. C'était assez... Alors, son projet, vous l'avez vu, il s'était donné un plan de 10 ans. Vous savez que c'est incroyable, il y a des gens qui ne se lancent pas dans l'adoption parce qu'ils savent que c'est long, l'agrément, c'est un combat. Là, il y a quelqu'un qui décide d'être patient pendant 10 ans et puis finalement, ça aboutit. Vous vous rappelez des premiers moments quand il vous annonce, voilà, je vais être papa, j'ai reçu le SMS? Bon, c'est vrai que je me suis dit, mais il va y arriver. C'est incroyable, mais il va le faire en plus. Il va le faire, quoi. Je me dis, j'étais la première épatée, quoi. Je me dis, mais quelle tête de mule, il va y arriver, quoi. Il va aller au bout de son rêve, c'est fabuleux. Parce qu'il y a eu des échecs. Et puis beaucoup de jugements négatifs. Vraiment, c'est très beau parce que quand finalement, effectivement, il m'a annoncé la nouvelle que sa petite était née, mais j'étais bouleversée. C'est drôle, j'étais tellement associée à cette victoire que je me suis presque un peu appropriée aussi une partie de cette victoire parce que, en tant qu'être humain profondément en lien avec Pascal, sa victoire était aussi un peu ma victoire. C'est-à-dire ? Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que quand un être humain va au bout de ses rêves et au bout de ses convictions, c'est toute l'humanité qui l'éveille et qui l'ouvre et qui le libère. Et je vais faire des t-shirts avec vos phrases. Hein. Quand un être humain va au bout de ses rêves, c'est toute l'humanité. C'est toute l'humanité qui se libère, qui s'affranchit de ses doutes, de ses peurs. Et à travers sa victoire, moi, ça m'a ouvert un champ de tous les possibles. Alors, comme vous êtes sincère et cash, vous avez parlé de vos doutes au départ sur le projet. Est-ce que vous êtes inquiété pour cet enfant? Vous savez que tous les gens qui sont, qui sont contre, qui sont parfois haineux, mais finalement Pascal a décidé de dire qu'ils ont peur. On va parler avec la psychologue sur les études qui existent aujourd'hui, le recul qu'on peut avoir. Finalement, le principal argument, c'est contre nature. On va en parler dans un instant. Et puis, c'est, est-ce que cet enfant va être équilibré? Est-ce que vous avez eu ces peurs au début? Alors, c'est vrai. J'avoue qu'effectivement, quand la petite est née, je me dis, bon... Maintenant, c'est pas encore tout à fait gagné. Il faut encore voir comment tu vas élever cet enfant et comment cet enfant va être accueilli dans cette nouvelle structure, on va dire, hors cadre. Eh bien, double victoire, parce que 10 ans plus tard, cette petite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est plus qu'épanouie, plus que lumineuse. Il y a un amour fou entre ces deux. Les couples respectifs s'entendent. Et alors justement, je vais rebondir sur la psy, parce qu'effectivement, des enfants qui ont deux maisons, même si vous l'avez dit, sa maison principale c'est chez sa maman, tout le monde ne fait pas cet effort. Il y a beaucoup d'enfants de divorcés. Et la différence entre un enfant divorcé et ces enfants-là, c'est quoi? C'est que les enfants divorcés, ils assistent à beaucoup de conflits? On ne peut pas généraliser d'un côté comme de l'autre. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est qu'on part du réel. On part de votre enfant, de ce qui existe, de comment elle est avec vous, du lien que vous avez, et on part pas d'une théorie. Parce que dans la famille, surtout en psychologie, on a quand même beaucoup de théories, beaucoup d'ouvrages sur la parentalité et sur l'enfant doit être comme ça dans une norme. Donc même dans une famille dite classique, on s'aperçoit que les parents sont très en difficulté parce que finalement leur enfant ne correspond pas au livre et ils perdent quelque chose de l'intuition. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la démarche inverse. J'ai aucun code, je sais pas, il y a peu de choses qui ont été écrites. Mais moi, à l'intérieur, j'ai un rêve et je verrai bien dans le réel comment ça va se passer. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça. Et vous êtes étonné d'ailleurs de la manière dont ça se passe? Non. Non, pour l'avoir vu dans d'autres situations, parce qu'il y a une distance. C'est pas un couple qui va être fusionnel avec toutes les tensions qu'il peut y avoir dans une famille où on reste presque à huis clos dans un appartement qui est petit, avec des enfants. Parfois, on a besoin d'air. Alors que là, il y a déjà une distance naturelle puisqu'il y a deux maisons. Il y a un respect. C'était vraiment la maman, et on va le réfléchir ensemble, cette éducation. Sans les conflits qu'il peut y avoir, donc t'es pas assez là pour moi, tu me reproches, les jalousies aussi qu'il peut y avoir avec un enfant qui vient dans une famille dite classique, où la maman va plus s'occuper de l'enfant, le papa va être en retrait, ça va créer des complications. Parce que le chiffre 3 est un chiffre assez compliqué à dépasser. Or là, finalement, c'est une ouverture qu'il peut y avoir et faire confiance à une autre famille. On peut retrouver, alors sur des cas complètement différents, mais dans la famille africaine où l'enfant, c'est le village qui va l'éduquer et on sent une grande liberté chez ces enfants, une grande confiance en l'autre. Et ce qu'on peut remarquer chez ces enfants qui ont 4 parents, finalement, c'est une grande confiance et finalement même une fierté. Parfois, c'est plus les parents qui vont avoir peur que les enfants. D'avoir infligé un modèle particulier. Voilà. L'enfant, en général, se débrouille et il sait en jouer. Mais c'est intéressant parce que j'ai beaucoup été en Afrique, effectivement, où les enfants sont éduqués par le clan. Et donc, c'est marrant, vous compariez ça, effectivement, cette situation où il y a comme un clan, finalement, autour de l'enfant. Et donc, du coup, il y a moins de tension.
Pour moi, oui, vraiment, parce qu'il y a cette, déjà, il y a cette liberté d'être, puisqu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de moule, il n'y a pas de théorie, donc on fait fonction de son intuition. Et puis, il y a quelque chose de plus léger, parce qu'on a du temps pour soi aussi, parce qu'on n'est pas tout le temps avec l'enfant. On a du temps pour son couple, on a du temps pour sa liberté. Alors on va essayer de comprendre pourquoi les adolescents se suicident encore aujourd'hui quand ils découvrent qu'ils ont des pulsions homosexuelles. Mais auparavant, ça c'est l'expérience de Pascal qui effectivement se voit bien et positive. L'expérience que vous avez avec des patients, donc là aussi c'est positif. Est-ce qu'on a des études objectives? Parce qu'au fond, est-ce qu'on a du recul? Est-ce qu'on connaît une population d'enfants d'homosexuels assez large pour pouvoir tirer des conclusions? Parce que comme la plupart des gens qui sont contre, disent ces enfants vont être complètement déséquilibrés, est-ce qu'on a du recul ou pas encore? À mon sens, pas encore, parce qu'on a surtout des idées préconçues qu'on a écrites, alors chacun est pour ou contre, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est toujours de partir du réel. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour savoir vraiment. Et puis encore une fois, dans une étude, on peut tout démontrer. Quand un enfant, il est là, il est présent, il n'y a plus vraiment à débattre. Donc vous ne les attendez pas, les études, au fond? Non, parce que quand un enfant vient, quand il est jeune et qu'il dit, bah voilà, surtout, tu vas pas le dire à papa et maman, sa peur principale, à mon sens, c'est pas d'être homosexuel, c'est d'être rejeté par ses parents, ce qui est complètement différent. Parce que lui, il l'assume complètement. Derrière, il a des stratégies, etc. Ça se passe bien, même avec ses amis, ça se passe bien. Mais c'est la peur d'être rejeté. Qu'est-ce que je peux faire? J'entends mes parents homophobes, j'entends parfois qui disent des choses quand même très, très violentes. L'enfant capte ça très vite et ne le dit pas. Pourquoi des adolescents vont jusqu'au suicide et pourquoi c'est la première cause de suicide chez les adolescents, ces sensations, ces pulsions homosexuelles? Parce que l'être humain, même au niveau de sa biologie, même au niveau de son cerveau, il est programmé pour être en groupe. Et être en groupe. Et la première peur, c'est toujours la peur de l'abandon ou du rejet. C'est la peur de l'exclusion, mais finalement qui se retrouve quand vous dites « moi j'ai aussi un rêve, c'est compliqué, je vais partir avec ma caravane ». Moi j'ai un peu peur. Vous avez peur pour elle, parce qu'en me disant « bon c'est un peu… Et puis vous avez peur pour lui en disant « bah lui mais comment il va faire ?» Et finalement vous en ressortez grandis tous les deux, quand vous dites bah, « moi c'est ma fierté, il a réussi parce que moi ça ouvre une porte en moi, mais moi aussi je peux être moi-même ». Parce que finalement c'est… Mais il y a quand même ce mot contre nature. Combien de fois je l'ai vu écrit ou dit dans les paroles de gens qui pensent que l'homoparentalité n'est pas bonne pour l'équilibre de l'enfant parce que c'est contre nature. Ça veut dire que j'imagine qu'il y a des enfants qui ont été devant la télévision, qui ont entendu ce mot. Donc, j'ai été élevé par des parents homosexuels, c'est contre nature. Donc je suis le fruit finalement de quelque chose qui n'est pas normal. C'est terrible. Parce que là, il y a tous les points de vue. Il y a effectivement votre enfant. Comment vous lui avez expliqué, quels sont les mots, on va voir dans un instant. Et puis il y a les parents qui découvrent que leur enfant est homosexuel, donc différent. Évidemment, ils ont peur pour lui. Tout le monde a peur pour tout le monde, en fait, on a l'impression, dans cette histoire. Tout à fait, mais je trouve que c'est la personne qui porte, entre guillemets, ou qui vit l'homosexualité pour qui ça va être compliqué, plus que pour un parent. Parce que l'enfant, naturellement, il aime son parent. De toute façon, tous les enfants, à 5 ans, ce qu'on appelle le roman familial, à un moment donné, ils veulent un peu être adoptés par une autre famille que la leur. Et à l'adolescence, ils vont avoir honte de leurs parents. Et tous les enfants vont passer par les mêmes stades de développement. Ça n'a rien à voir avec la sexualité et la parentalité, en fait. Il y a une grande confusion. Dans un couple hétéro, jamais on va parler de la sexualité du parent aux enfants. C'est quelque chose d'intime. Donc finalement, pourquoi en parler aux enfants dans une autre forme de sexualité? Est-ce qu'on a une explication aujourd'hui sur l'homosexualité? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est acquis? Il y a des longs débats, on en est où? Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Après, c'est une question pour moi qui est pas forcément, auquel on peut pas répondre parce que ça fait partie aussi des mystères de la vie. Comme on parle de la résilience, on peut avoir des facteurs, effectivement, mais concrètement, chaque personne va avoir une histoire unique. On ne pourra jamais définir vraiment qu'est-ce qui fait qu'une personne ou une autre va être résiliente. Tout comme on ne pourra jamais définir quelle personne peut être homosexuelle. Donc, parfois, ça peut se réveiller bien plus tard, avec une vie tout à fait classique avant, et finalement, il y a quelque chose qui se réveille. Mais le définir, ce serait vraiment mettre l'humain dans quelque chose de prédictible. Et vous qui êtes psychologue, est-ce qu'on arrive à expliquer ce qu'on appelle l'homophobie? Alors ça, c'est une théorie freudienne, principalement. Après, il y a des dérivés. Mais c'est comme on a une sorte de bisexualité psychique, qui, là, pour le coup, fait partie de la nature. C'est-à-dire qu'il y a le yin, il y a le yang, il y a je me structure, je donne de l'amour à un enfant, mais il faut aussi un tuteur. Il y a toujours cet équilibre qu'il faut dans les deux domaines. Et la nature montre qu'on a ces deux postures en nous. Et donc par rapport à l'homophobie, la théorie, c'est de dire qu'il y a cette part en nous d'homosexualité qu'on a tous,
mais qui, à un moment donné, par rapport justement à la société, par rapport à Léondi, par rapport à une trajectoire de vie, va être refoulé. La colère des homophobes. La colère, c'est toujours par rapport à la peur. C'est-à-dire, si je dis ça, je vais me faire rejeter, donc je vais montrer à l'autre, je vais même être très en colère, comme ça va éviter qu'on me pose des questions. Mais finalement, c'est la même chose pour une maman qui vient d'accoucher. Le mythe, c'est de dire, j'accouche d'un enfant, tout est merveilleux, tout est parfait. Il y a des mamans qui souffrent le martyre. Elles n'arrivent pas à être en lien avec leur enfant. Mais comme pour la société, avoir un enfant, c'est bien, elles vont garder ça à l'intérieur, même avec leur mari, même avec leur enfant. C'est le même processus finalement pour tous. Vous parliez de votre rêve, c'est la même chose. Bon, moi, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Comment ça va se passer par rapport aux autres? Donc c'est la différence. C'est vraiment la différence et surtout le regard de l'autre. Si je vis dans une société où finalement il y a plein d'homos et que j'ai une sensation, peut-être que je ne vais pas parler de refoulement parce que finalement je vais être bien dans le groupe. Dans le cerveau, il n'y a plus cette peur qui s'active, la peur du rejet. Merci Florence. Et donc votre enfant, vous l'avez dit quoi au fond? C'était quoi les mots? On ne lui a rien dit dans le sens où elle ne nous a pas posé de questions. On n'allait pas commencer à dire « Bon, ma fille, installe-toi, on va te dire... voilà. » La seule fois où elle nous a posé une question, c'était il y a 3 ans. On était avec sa maman, on mangeait, c'était l'été. Et puis elle arrive vers nous, elle rapproche nos 2 têtes, elle se met au milieu comme ça. Elle a 7 ans là. Voilà, 7 ans. Puis elle dit « Maman, papa, pourquoi vous n'êtes pas mariés ?» Et là, j'ai dit, moi, je suis déjà marié, puis ta maman, elle est aussi mariée, donc c'est pas possible. Je peux pas me marier avec une autre personne. Pour que je marie ta maman, il faudrait que Ando marie la compagne de ta maman. Puis elle nous regarde, quelle bonne idée. Et elle est partie jouer. Si vous voulez, elle avait répondu elle-même à la question qu'elle s'était posée. Et puis, bien sûr, c'était le modèle scolaire où chaque enfant a papa et maman dans la même maison. Elle se posait la question de savoir pourquoi chez elle, dans sa maison, papa n'est pas avec maman. Alors, une fois qu'on avait répondu à cette question, parce qu'on est mariés chacun de nous ailleurs, avec quelqu'un d'autre, donc, c'est bon. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que ça correspond à un rêve de l'enfant, à un fantasme. Et pourtant, l'enfant peut vivre aussi avec son père et sa mère. Mais le questionnement va être exactement le même. Et c'est quoi la règle finalement pour parler de ces sujets-là? Parce qu'au fond, la sexualité de nos parents ne nous intéresse pas. Et là, donc, on est quand même amené à utiliser ce mot. Et donc, c'est quoi finalement la règle? C'est d'attendre que les enfants posent des questions? De ne pas leur infliger des informations dont ils n'ont pas besoin? Voilà, c'est-à-dire que la règle, c'est pas tant que moi je parle de mon vécu et de la situation, c'est que je t'écoute dans ton questionnement à toi. Parce que parfois, on peut avoir l'impression que l'enfant se pose des questions sur X ou Y domaine, alors que pas du tout. Par exemple, l'enfant peut vous demander, mais pourquoi moi j'ai pas des parents comme les autres? Pourquoi vous êtes homo? Ou des choses qui peuvent être classiques. Et puis finalement, on va essayer de lui répondre avec une sorte d'argumentation. Mais l'enfant est juste en train de me dire, il y a peut-être quelqu'un qui s'est moqué de moi, ou il y a peut-être quelqu'un qui m'a embêté avec ça, j'ai pas su quoi lui répondre, alors je vais te poser la question à toi. Donc si on lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, essaye de répondre à ça, et je vais t'aider pour ça. Alors l'enfant, il va avoir son propre questionnement, et du coup, à l'extérieur, il va pouvoir se défendre, ou il va pouvoir être à l'aise avec ça. Alors, votre papa pensait pouvoir vous soigner de l'homosexualité en vous envoyant faire du foot. Du rejet, il y en a évidemment, là on plaisante avec ça, mais du rejet, il y en a évidemment, ça existe, et il y a des enfants qui sont mis dehors de leur famille quand ils annoncent à leurs parents. Et heureusement, il y a des gens sur cette terre qui sont solidaires. On va parler de ça parce que ici, ce qui nous intéresse, c'est évidemment tout ce qui crée du lien et la solidarité. Et je vais vous présenter des camarades à moi qui sont très à l'écoute des fléaux de notre société, de tout ce qui ne va pas, et surtout des solutions. Ça va vous plaire, beaucoup. Et je vous les présente tout de suite. Et les voici. Brigitte, Martin, Anissé. Salut les camarades, je vous laisse vous installer. Bonjour. Et je vais vous présenter dans un instant. Alors Brigitte est maman. Brigitte est dans ma vie depuis 16 ans et demi. Et Brigitte est à l'écoute de tout ce qui crée du lien dans cette société. Et effectivement, elle déniche avec mes camarades ce qui peut donner la pêche et nous permettre de croire un peu en l'humanité, ce qui donne de l'espoir, ce qui nous éloigne de la peur. Et donc, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Tu sais qu'on aime parler des initiatives solidaires et qui créent du lien, qui viennent en aide aux personnes isolées et rejetées. Eh bien, je vais vous parler de femmes battues et d'une personne qui a trouvé une solution pour aider ces femmes battues. Donc, contre le rejet, à nouveau. Contre le rejet. Et l'isolement. Exactement. Et je vous présente Anissé. Anissé est née au Cameroun et c'est vrai que Florence, la psychologue, disait que finalement, dans ces familles, on est élevé par un clan, un peu comme en Afrique. Et est-ce que tu confirmes qu'en Afrique, on est élevé par un clan qui n'a pas du coup les mêmes tensions, les mêmes névroses? Oui, moi j'ai été élevé par mes tantes. Il se trouve que mon grand-père avait 98 femmes, donc vous imaginez un peu
Là, on est dans un autre mode. Il y a des banquiers, hein. Non, mais donc on est élevé par un clan. Ça veut dire que on parlait des nourrices souvent. C'était les tantes qui, elles, allaitaient. Comme ça, la maman peut se reposer pendant que les tantes s'occupent des enfants. Tout le monde s'occupe de tout le monde. C'est le village. Le village entier est une famille. Et moi, quand j'étais petit, mon grand rêve, c'était de devenir vieux. Pourquoi devenir vieux? C'est parce que les vieux, ils avaient toutes les attentions. C'était eux qui avaient les meilleurs morceaux quand on était à table. C'est eux qui mangeaient à table. Nous, on mangeait par terre. On les écoutait. Quand ils disaient quelque chose, tout le monde se taisait, on les écoutait. Et nous, on n'avait pas le voix au chapitre. Et quand je suis arrivé en Europe, quand je suis arrivé en France, je me suis rendu compte que c'était l'inverse qui se passait. Et donc, justement, on a parlé tout à l'heure de rejet des uns, on a parlé tout à l'heure d'exclusion des autres. Mais il y a une fléau qui va tous nous accabler les uns les autres. C'est la dépendance quand on sera vieux, mon cher Frédéric. On sera tous confrontés à ce problème-là. Et aujourd'hui, grosso modo, il n'y a que la maison de retraite. Moi, je vais vous parler d'une alternative à la maison de retraite. Et une alternative à la maison de retraite qui est très intéressante parce que c'est 2 fois moins cher que la maison de retraite. On a un accueil personnalisé, une prise en charge personnalisée sur mesure. Et en plus, ça remet le senior au centre de la famille. Ça recrée du lien. Ça donne envie? Clairement. Oui. Et je vous propose de rencontrer Martin. Martin, 22 ans, 21 ans? 21 ans. 21 ans. Martin est un bébé, mais qui s'intéresse au monde dans lequel il est entouré. Ça va. Il aime pas du un tout. bébé. Il aime pas qu'on lui parle de ça. Mais c'est un adulte de 21 ans. Martin, lui aussi, s'intéresse à ces gens qui sont rejetés, puisqu'il a créé les sans-A, les sans-abri, les Sans sans-amour. argent, sans amitié, sans affection, mais toujours avec histoire, espoir, humour, envie et pourquoi pas avenir encore une fois. Voilà, et donc c'est un site internet où finalement on met en avant des parcours de vie qui font que des gens parfois se retrouvent dans la rue exclus. Et donc il s'intéressait à ça, il propose à tous les gens de sa génération de s'intéresser à ça et aux autres évidemment. Et aujourd'hui tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué, votre père il a mis du temps pour accepter votre homosexualité. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui subissent justement cette homophobie, ce rejet, et certains n'arrivent pas à s'en sortir ni à avoir cette acceptation de la famille, donc ils finissent souvent à la rue et seuls. Et il y a une association qui a décidé en fait d'accueillir ces jeunes, donc c'est majoritairement entre 18 et 25 ans, de leur proposer un hébergement et de leur dire, voilà, vous pouvez rester avec nous et on va vous aider à construire votre futur avec des vraies fondations et on va vous expliquer que votre orientation et qui vous êtes, vous devez l'assumer et d'en être fier. Donc il y a eu un reportage qui a été réalisé. Alors c'est très dur parce que c'est des paroles qui sont très sensibles. En même temps, on doit être très pudique et respectueux vis-à-vis d'eux parce qu'ils ont connu des choses assez difficiles. Donc ils sont un peu timides, mais je propose qu'on le regarde. Reportage sur cette association qui recueille les gens et les gamins qui ont été mis dehors. Exactement. Parce qu'ils étaient homosexuels. En 2016, il y a toujours des jeunes qui sont rejetés par leur famille parce qu'ils sont homosexuels ou transgenres. Le Refuge est une association qui accueille des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui ont été rejetés par leur famille en raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. La plupart des jeunes au refuge, quand ils arrivent, ils n'ont pas de revenus. Donc nous, on leur fournit le toit, puis la nourriture. Donc voilà, ça répond aux premiers besoins. Ça, c'est quoi? Ça, on la met au congèle. Le but du refuge, d'abord, c'est de réavoir confiance en soi. Et ça, j'insiste, c'est qu'ils puissent être eux-mêmes ici. Adrien est un jeune qui est arrivé chez nous il y a à peu près un mois. Un jeune qui était assez réservé et qui se faisait rejeter. Et limite, il trouvait ça presque banal, en fait. Donc, on lui a expliqué que non, c'était pas normal d'être rejeté comme ça, que c'était pas acceptable. Comment ça se passe à l'appartement, toi? Ça va? Ça se passe bien. Bon, après, c'est la cohabitation. Il y a toujours voilà, Ouais, il y a des petits soucis. Des hauts et des bas. Mais ouais, sinon, en gros, ouais, ça se passe bien. Bon, après, toi, tu es là pour faire tes démarches ici, hein, tu sais. Oui, nous, oui. on voit bien que tu te mobilises et c'est important. Ouais. À l'âge de 18 ans, j'ai fait mon coming out. Et en fait, ça n'a pas été accepté par tout le monde. Dans leur attitude, dans leur façon de me parler, je savais que quelque chose avait changé. Et du coup, j'ai trouvé le refuge. J'ai vu un jeune qui a été, comme moi, en difficulté
qui a fait appel au refuge et qui a réussi à s'en sortir, qui a aujourd'hui du coup son appartement, une vie professionnelle. Je suis pas resté longtemps, je suis resté 5 mois et c'était 5 mois un peu durs. J'ai eu beaucoup de chance dans mes recherches et du coup ça m'a permis de partir assez facilement. Moi, ça fait qu'un mois que je suis là et pourtant, voilà. En fait, c'est vu que maintenant je suis à chômage, j'ai du temps libre, je viens pour essayer absolument de trouver du travail parce que là, j'en peux plus de rester assis. Mais après, franchement, si tu t'investis vraiment dedans, il y a du travail, il y en a et tu peux t'en sortir assez facilement. La prochaine étape, en fait, ce serait avoir le plus d'autonomie possible afin en fait de partir du refuge et du coup laisser ma place à quelqu'un qui en aurait davantage besoin que moi. Tu travailles sur quoi, Adrien? Alors sur mon CV, du coup, vu que tu me l'as envoyé avec les annotations. Ouais, ok. Du coup là c'est bon. On s'en occupe, t'as besoin que je te file un coup de main ou Ouais, c'est pas de souci. Je vais rester avec toi. Alors, fais-moi voir. Tu contrôles le mail? Les bénévoles ou ceux qui y travaillent, on voit qu'ils s'impliquent vraiment, ils sont vraiment là pour nous aider à nous en sortir. Du coup, ton CV, il est pourquoi? Je cherche en tant que conseiller vendeur. Conseiller vendeur, d'accord. Je vais tenter ma chance dès que possible. Donc dès que mon CV m'a... Dès que ton CV est terminé, ok. Parfait. Non, c'est bon. Oui. C'est bon. On se serre les coudes tous entre nous. Et si je puis dire, maintenant j'ai encore plus la niaque du coup qu'avant. Et du coup, je vais encore plus me donner à fond pour y arriver. Ça s'appelle Le Refuge. C'est très émouvant parce que on s'aperçoit que ces situations-là, moi je pensais qu'elles appartenaient à une certaine époque. Non, elles sont encore présentes aujourd'hui. C'est ce rejet, tout d'un coup d'arriver à dire à un enfant qu'on le sort de chez soi parce qu'il est homosexuel. Je pensais que c'était d'un autre temps. Non, c'est aussi du temps d'aujourd'hui. C'est troublant, c'est troublant. Isabelle, votre réaction? Moi, quand même, j'ai de la gratitude aussi pour ceux qui nous disent non et ceux qui se mettent en travers de notre route pour essayer peut-être de nous empêcher de vivre nos rêves. Parce que c'est à travers cette confrontation, puis là je parle pour moi, mais c'est quand même souvent à travers le non, la résistance, la confrontation à l'autre qu'on se dépasse. Et ce que je trouve beau dans ce témoignage, c'est tous ces ressorts, toutes ces ressources, toute cette force intérieure auxquelles ces jeunes doivent faire appel pour aller vraiment sur leur chemin et être ce petit papillon qui arrive à sortir de sa gangue, de son cocon. Et ça, je trouve source d'exemplarité et d'inspiration, en tout cas pour moi. Florence, vous êtes psychologue, donc effectivement, le rejet, ça peut donner de la force? Bien sûr, et bien, ce qu'il dit surtout, c'est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, il dit on se serre les coudes, maintenant j'ai la niaque. Donc oui, on a une force intérieure, mais il faut quand même qu'elle soit toujours avec le groupe. Parce que là, finalement, on ne parle plus d'homosexualité, on parle de j'ai mon CV à faire, est-ce que tu peux m'aider? Et puis on reprend une vie normale. Il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de difficultés, puisque dès que la peur de rejet n'est plus là, si vous rencontrez une autre amie qui veut faire le même projet que vous, si fou soit-il, alors il n'y a plus de folie. Il y a juste une envie de... Martin, combien de personnes ont été justement aidées? Alors justement, le profil, en fait, c'est en majorité des jeunes de 20 ans, de tous les milieux sociaux. Donc, comme quoi, en fait, l'intolérance n'a pas réellement de frontières sociales. Donc chez les riches et chez les pauvres, il y a Voilà, des rejets. c'est exactement ça. Et donc, depuis sa création, ça a été 7000 jeunes qui ont contacté le refuge pour avoir de l'aide, puisqu'ils ont une ligne aussi téléphonique, pour avoir du soutien, savoir comment faire, comment réagir, comment s'en sortir. Et ça a été un peu plus de 900 personnes depuis sa création qui ont été hébergées justement dans cette structure pour s'en sortir. Ça se passe dans quelle ville de France? Alors c'est dans 17 villes en France. Ils ont pas mal d'antennes, même dans les territoires d'outre-mer. Donc je crois que c'est à La Réunion. Et ils sont présents dans les grandes villes. Et c'est super impactant. Et puis en plus de se dire que maintenant il y a aussi une association comme ça en Suisse. Ça veut dire que les bonnes idées, elles dépassent les frontières. Comment l'association en Suisse? Alors c'est l'association, alors si je dis pas de bêtises, c'est Dialogue Gay. Et en fait, c'est en partenariat avec le refuge de Genève. Oui. Voilà.
Merci Martin. Donc là, on a parlé de la solidarité envers ces jeunes qui sont rejetés de chez eux pour leur homosexualité. Et là, on va parler effectivement de ces femmes battues qui se retrouvent à la rue. Et qu'est-ce qui existe pour elles? Alors voilà, comme on l'a vu dans le reportage sur le refuge, il est important de trouver un lieu où on se sent en sécurité, notamment quand on est une femme battue et que l'on fuit son mari qui vous fait du mal. Donc il y a une femme que je vais vous montrer. Elle s'appelle... Ah, je voulais la montrer comme ça. Attendez. Ah ben elle veut plus. Ah si, la voilà. Elle s'appelle Evelyne. Et cette femme, elle a toujours travaillé dans le milieu, dans les associations qui s'occupaient de femmes battues. Et elle a eu l'idée, un jour, elle s'est dit, elle les écoutait tout le temps, elle comprenait leurs besoins, elle savait ce qu'il leur fallait, et elle s'est dit, il faut que je trouve une solution. Et elle a trouvé. Elle s'est dit, je vais créer ma propre association. Et elle a entraîné son mari dans l'histoire. Et son association s'appelle Pause au fil à eau. Alors c'est un nom bizarre, vous allez me demander ce que ça veut dire. Eh bien, je le sais. Alors, les philaos, ce sont des arbres qui se trouvent soit en Australie, soit aux Antilles. Et ce sont des arbres qui résistent aux cyclones. Et elle a trouvé ça très symbolique. C'est ça le symbole. Voilà. Et donc, elle a appelé son association comme ça. Alors, l'idée, c'est de faire venir ces personnes chez elle. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait avec son mari? Elle a partagé sa maison en deux. Moi, je suis admirative. Hein. Donc vraiment chez elle, c'est pas des bureaux d'association, c'est dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Le premier étage est pour elle et le rez-de-chaussée est pour une femme ou deux. Ou alors une femme avec 2 enfants et un bébé, vous voyez, c'est quand même restreint. Et alors, ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces femmes qui arrivent, elles peuvent frapper à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et demander un peu de secours. Mais, alors je lui ai demandé, mais elles sont pas trop envahissantes? Parce que quand même, je me dis, il faut qu'elle ait un petit peu... Bah, pas du tout. Elles sont très respectueuses et à partir du moment où elles savent qu'elles sont en sécurité, elles vont pas aller tout le temps demander. Elles sont rassurées, même si elles ont des angoisses, elles arrivent à maîtriser parce qu'elles savent qu'il y a quelqu'un au-dessus. Alors l'avantage par rapport aux autres hébergements, c'est que le week-end par exemple, les travailleurs sociaux ne sont pas forcément dispo et donc les angoisses reviennent. Tandis que là, elles savent qu'elles ont quelqu'un tout le temps. Alors quand ces femmes arrivent chez Evelyne, elles ont un appartement qui les attend, alors avec tout. Les jouets pour les enfants, les meubles, des vêtements, tout. Et en plus, ils ont fait un petit jardin potager pour que les enfants puissent aller gratouiller la terre ou faire un peu de jardinage avec son mari. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces femmes sont envoyées par le 115. C'est le 115 qui appelle Evelyne en disant, voilà, on a une femme avec des enfants, une femme battue. C'est le numéro d'urgence, le 115. Voilà. Une femme est en détresse, elle peut téléphoner. Qui n'ont pas d'endroit où se loger, hein, c'est ça. Et combien de femmes elle a aidé? 217 femmes. Ah oui. Et cette année, depuis le début de l'année, elle en a hébergé 50. Oui, c'est exceptionnel. Donc les femmes restent le temps qu'elles se retrouvent. Voilà, le temps qu'elles se ressourcent, le temps. Et alors, ce qu'il y a de super, c'est qu'elles gardent contact avec toutes. Et souvent, elles reviennent pour aider et soutenir les autres et pour leur prouver aussi qu'on peut s'en sortir. Réaction. Voilà. Moi, ça me fait penser à ce film de Steven Spielberg qui s'appelle La liste de Schindler, qui dit à un moment cette phrase « Celui qui sauve une vie sauve l'humanité ». Eh bien voilà, toujours aller plus loin que simplement accepter la fatalité de la malveillance. Exactement. Isabelle. En même temps, quelque part, je vais peut-être avoir des propos un peu choquants, mais voilà, j'assume. Pour avoir été déléguée humanitaire, en particulier pour la Croix-Rouge internationale, j'ai travaillé dans des pays en guerre, en Irak, etc., en 2003. Entre guillemets, je dis bien entre guillemets, quelque part, c'est grâce à la guerre que moi, j'ai pu, par exemple, éveiller en moi mon amour pour les autres, un sens de la compassion, de la fraternité. Donc, quelque part, je n'arrive plus à porter de jugement sur les méchants, entre guillemets. Parce que je me dis, bon, et c'est vrai qu'ils ont un rôle... Parler des bourreaux, de ceux qui battent ces femmes. Voilà, je ne peux plus me permettre de les juger, même si évidemment je n'approuverai jamais leurs actions. C'est encore une fois dans la confrontation à l'obscur qu'on peut laisser émerger sa propre lumière.
Et je pense que quand on... Et ça aide à vivre les événements. Et ça aide, ça aide à vivre. C'est une lecture du monde, une lecture de l'existence qui aide à vivre en se disant, bah voilà, ce pire que je suis en train de vivre va forcément générer des choses. Je me retourne vers la psychologue pour voir si vous partagez ce regard. Effectivement, c'est dans l'adversité que on va devenir soi, mais encore une fois, c'est aussi parce qu'il y a une maison qui nous attend quelque part. Vous disiez tout à l'heure, finalement, elles savent qu'il y a quelqu'un en haut, et presque ça suffit. Et c'est Le un fait peu de savoir, même si elles n'y vont pas. Même si elles n'y vont pas. Finalement, si on revient à l'enfant, c'est la même chose. Dans son développement, je peux dormir, j'ai peur, il y a des monstres, mais je sais que papa et maman, ils sont là à côté, ou alors ils sont en moi. Et ça suffit. Et cette idée de la maison, elle est très belle parce qu'on sait que pour les femmes battues, il y a quand même pratiquement une femme sur deux qui repart dans le domicile. Vous dites, elle vient au barbecue, elles sont invitées et elles retrouvent une cellule familiale plus classique. Elles le vivent dans leur corps. Et à mon sens, l'idée de la maison est vraiment géniale pour... En fait, elle peut inspirer, c'est le modèle qui nous inspire. Voilà, c'est le modèle qui nous inspire, elle sauve l'humanité, comme dit Isabelle. Exactement. Merci Brigitte. Voilà, d'autres peuvent faire la même chose. Je voulais simplement dire quelque chose à propos de ce que vous aviez dit. Elle m'a dit que beaucoup de femmes lui avaient dit « Si vous n'aviez pas été là, je serais retournée vers mon mari. Voilà. On l'adore, Evelyne. Tu l'embrasses pour nous. Je l'ai embrassée, Evelyne. Anissé, donc tu nous as parlé des personnes âgées, effectivement, dans certaines sociétés. Tu parlais du Cameroun, j'ai vu ça en Inde, effectivement. Et bien souvent, les seniors, les vieillards sont au centre de la famille, pas forcément dans nos cultures à nous. Non. Et donc, souvent dans une maison de retraite. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait une alternative. Oui, il y a une alternative. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu, on a parlé de refuge, on a parlé de maison, de l'importance d'avoir une cellule familiale. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes âgées dépendantes en France ? 1,3 million. Et est-ce que vous savez combien il y a de places disponibles en maison de retraite ? Non. 600 000. 1,3 million, 600 000 moitié. places. La moitié. Et donc, qu'est-ce que font ces 600, 700 000 personnes qui ne trouvent pas de maison de... Elles n'ont pas forcément des familles d'accueil, elles n'ont pas forcément de familles de moyens. Comme elles sont dépendantes, elles ont besoin d'être accompagnées, parce qu'elles ne sont pas autonomes. Vous savez, quand on a Alzheimer, quand on a une maladie chronique, on ne peut pas rester seul. Et on ne connaissait que la maison de retraite. Il y a une alternative, justement, qui est très intéressante. Et ce qui est amusant, c'est que cette alternative, personne n'en parle. Elle est complètement inconnue. Elle existe depuis les années 70. Ce sont les familles d'accueil. Ah oui. Et on est dans le thème qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on connaît les familles d'accueil pour les enfants. Mais il existe aussi des familles d'accueil pour les personnes âgées, pour les seniors. L'avantage de retrouver une cellule familiale... C'est génial. C'est génial. Okay. Oui, vous pensez fort, moi j'aime bien. Mais est-ce que vous saviez que les familles d'accueil existaient pour les personnes âgées ? Moi je ne savais pas du tout. Très peu de gens le savent. Et le problème, comme très peu de gens le savent, aujourd'hui, ces familles d'accueil, il y en a 10 000 en France, des familles d'accueil des personnes âgées, sauf qu'elles ont du mal à trouver du monde et à trouver des seniors parce que personne ne sait qu'elles existent. Donc c'est la petite annonce au café du coin, dans la boulangerie, c'est sur Internet, sur Le Bon Coin, etc. Mais donc elles ont du mal à amener du monde. Comment on fait pour les retrouver ? Ah, ils sont pas... Non. Ces familles d'accueil, si, elles sont regroupées. Elles ne sont pas regroupées. Ah, c'est comme ça. C'est comme des familles d'accueil. Il n'y a pas un label qui les regroupe. C'est le département. Donc le conseil général. Le conseil général, mais c'est surtout la région ou le département qui, elle, donne l'agrément à une famille pour une famille. C'est exactement comme les familles d'accueil d'enfants, qui donnent l'agrément, qui dit celle-ci est épatante. Mais après, comment trouver ces familles d'accueil ? Comment le Seigneur fait pour trouver ? C'est ça le souci. Et bien justement. Vous savez qu'ici, on est parce que là, tu nous angoissais. Pour donner des solutions, d'accord. On est là pour créer du lien. Et bien justement, et comme moi, je suis un peu dans tout ce qui est numérique, tout ce qui est informatique, tout ce qui est technique, c'est justement un site qui, lui, les répertorie, qui, lui, les classe, qui permet aux seniors et à la famille du senior de dire je cherche plutôt une famille qui est au bord de la mer, qui a un jardin, qui a des animaux, peut-être des enfants. La famille d'accueil, ça peut être 6 mois, 1 an, 10 ans. Mais en tout cas, il y a des familles en France qui sont prêtes à recevoir... 10 000 familles qui sont prêtes à recevoir une personne âgée et il y a des personnes âgées qui n'ont pas d'endroit où aller et donc il fallait les réunir. Comment ça s'appelle Ça s'appelle 7 familles, 7 CE2TE, pas comme le 7 du jeu de 7 familles. Et on peut avoir toutes les informations. Et surtout, c'est un métier, il y a beaucoup de gens qui ont un peu comme Evelyne tout à l'heure, qui ont cet amour, qui veulent partager, qui veulent transmettre, et qui n'ont pas ils ne savent pas que ça existe. Ils ne savent pas que ça existe, les familles d'accueil. Et donc, ce site a cette double intérêt, non seulement pour les familles de trouver une alternative à la maison de retraite, mais surtout d'aider les gens qui aimeraient, eux aussi, devenir famille d'accueil, de valoriser un peu le métier, de dynamiser ce secteur. Et on voit bien l'avantage d'une cellule familiale, vous disiez, de la chaleur humaine, mais est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher qu'une maison de retraite ? Alors c'est 2 fois moins cher qu'une maison de retraite. Une maison de retraite, c'est à peu près 2800, 3000 euros par mois. Là, c'est 1800, 1700 euros par mois, donc la moitié du prix. Et
que je lisais un peu tout à l'heure en préambule, c'est individualisé. C'est-à-dire quand vous êtes dans une maison de retraite, c'est tout le monde à peu près logé à la même enseigne. Là, on est dans la famille. Ça veut dire qu'on part en vacances avec la famille. Il y a les enfants, on joue avec eux. Il y a un jardin, on va au barbecue avec eux. Donc il y a cette attention, cette réinsertion de la personne âgée dans la cellule familiale, dans la société, et moins anonyme que ce qui peut se passer en maison de retraite. Il ne s'agit pas d'opposer les deux, encore une fois. C'est simplement complémentaire. Il y avait un manque de toute façon. Quand vous dites que ce sont des personnes dépendantes, c'est des personnes dépendantes médicalisées ou pas? Voilà, oui, c'est des personnes dépendantes médicalisées, et c'est pas des gens qui ont des grosses pathologies, qui elles ont besoin d'avoir un EHPAD, un établissement justement de maison de retraite médicalisée. Mais il y a beaucoup de gens qui ont simplement, qui peuvent pas se déplacer seuls parce qu'ils oublient leurs affaires ou ils ont besoin d'un peu d'aide pour leurs toilettes et autres. Et là, les familles sont formées à ce genre de choses, elles sont labellisées. Labellisées par le Conseil général. J'ai des petites photos qui sont amusantes, de voir comment ça se passe dans les familles. Alors, je vous ai montré, voilà, il y a un jardin, donc c'est quand même beaucoup plus convivial que ce qu'on peut imaginer dans une maison de retraite. Là, on a la famille, et puis là, on fête l'anniversaire de tout le monde. Donc, on recrée cette fameuse cellule familiale. On parlait de clan au Cameroun. On recrée un petit clan, et puis il y a du monde dans la maison. Souvent, les personnes âgées et la famille ne sont plus sous le même toit. Là, on recrée cette fameuse cellule familiale. On peut partager des histoires. Qui n'a rien à voir. J'étais dans une maison de retraite, j'étais venu pour rester 10 minutes. Je suis resté 3 heures. Pourquoi ? Parce que je suis tombé sur une femme qui s'appelle Germaine, qui m'a raconté son histoire, et c'était fabuleux, c'était passionnant. Et j'imagine que les enfants de ces familles-là ont aussi cette capacité à absorber les histoires fabuleuses que peuvent nous montrer nos anciens. Donc encore une fois, c'est une alternative, un mode de prise en charge différent de la maison de retraite que l'on connaît aujourd'hui. Merci Anissé. Réaction? Moi, ça me fait penser c'est vrai, c'est la prise en charge des aînés. Vous parlez du Cameroun, j'ai un copain de la République démocratique du Congo qui me disait la même chose, qui me disait, la première chose qui m'a étonné en Suisse, c'est que vos aînés, vous les parquez ailleurs que dans la famille, quoi. Ils ne restent pas auprès des vôtres. On a un autre respect par rapport aux anciens. Vous le disiez avant, j'adorais votre formule quand vous avez dit, moi, mon rêve quand j'étais jeune, c'est d'être vieux. Oui. Magnifique. Parce qu'il y a un respect des personnes âgées et qu'on a, il faut le dire, sans aucune culpabilisation, mais qu'on a moins, ou des fois pas, ici sur ce continent. En fait, peu importe la cellule ou la forme que prend une famille ou une structure pour accueillir un être, dès lors qu'il y a de l'amour, dès lors qu'il est accueilli et respecté, élevé dans l'amour, avec amour et par amour. Merci, vous avez bien fait d'intervenir. Et toi, Martin, il faut que ce soit encore mieux que ça. Non, mais en fait, moi, personnellement, j'ai pas eu vraiment eu de grand-mère, donc je trouve en fait ce genre d'initiative super parce que ça permet aussi de développer l'intergénérationnalité, de se dire que l'expérience qu'elle a vécue, elle va me l'apprendre et moi ce que je vis, je vais lui apprendre, etc. Donc, ce serait juste génial. Mais déjà que j'ai du mal à me gérer et que j'ai un chat maintenant et que j'ai du mal à me gérer avec mon chat. Elle viendra s'occuper du chat. Ça pourrait être une idée. Ouais. Non, mais c'est juste génial, quoi. Super. Merci Martin de réagir, t'as bien fait. Et donc, Florence. Il y a une maison de retraite pour donner le corollaire. Son projet, c'était que les personnes âgées ne soient plus des invités parce qu'ils s'apercevaient que dans les maisons de retraite, les personnes âgées ont quand même nettement tendance à déprimer. Et pour plus qu'elles soient invitées, elles devaient participer à toutes les tâches ménagères, faire la cuisine. Et c'était un très beau projet parce qu'ils sont notamment impliqués. Et ils sont aperçus que vraiment être invités pendant 1, 2, 3, 4 ans, c'était vraiment source de tension et de dépression chez les personnes âgées. Donc finalement, à l'inverse, il y a aussi eu des initiatives dans les maisons de retraite pour humaniser aussi... voilà, pas les faire travailler, mais les faire participer, être utiles. Il y en a des très bien des maisons de retraite. Merci beaucoup. Merci les camarades. Merci Florence. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Si je vous invite, vous viendrez ? Avec joie. Merci beaucoup. J'adore quand vous parlez. Merci Isabelle. Et puis Pascal, je veux dire que vous avez dit tout à l'heure quand on s'est rencontrés, voilà, j'ai le trac parce que je vais parler de quelque chose dont j'ai longtemps eu honte, c'était un secret. Et donc vous avez décidé de le faire à visage découvert et je vous en félicite, je vous ai trouvé inspirant, vous le savez. Et je voudrais parler de ce livre parce que vous êtes dans la transmission. Papa gay, lettre à mon enfant interdit. Voilà, pour tous ceux qui ont peur, qui comprennent pas et qui se demandent, voilà, vous leur offrez des réponses. Vous ne jugez pas ceux qui sont dans la haine ou la colère. Vous dites non, ils sont dans l'ignorance, ils ont peur. Je les comprends.
Et donc finalement, c'est votre manière à vous de participer, de changer le monde. Ouais, bravo. Merci beaucoup. Je vous félicite. Pascal, je vous fais la bise. Merci beaucoup. Et vous savez pourquoi, mais je risque pas de vous oublier. Merci beaucoup. Merci à vous. Et comme dit le poète, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à tous de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, demain, vous serez soufflé par le témoignage de Jean-Marc Mailly. Au début des années 80, cet homme commet l'irréparable lors d'un vol qui tourne mal. Il passera près de 20 ans derrière les barreaux, rongé par le remords et après plusieurs tentatives de suicide, il finira enfin par donner un sens à sa vie. Aujourd'hui, il est un homme debout. J'ai pas voulu le tuer, je le répète encore une fois. À 20 ans, je suis condamné à un demi-siècle de prison en fait. J'arrive au palais, il n'y a que des gendarmes, il n'y a que ça. Mais il y a une femme avec une petite fille. C'est un déclic. Je sais à ce moment-là que je prends pour la première fois pleinement conscience de ce qui m'arrive. Qu'elle va grandir sans son père. Quand je vois des jeunes aujourd'hui qui sont fascinés par le monde de la prison, mais je lui dis au bout de 3 jours, tu vas te rendre compte, c'est tous les jours la même chose. La liberté, c'est pas la même chose.